Au cinéma, on voit beaucoup d'histoires de prêtres, on voit beaucoup l'histoire de rabbins, mais on ne voit jamais l'histoire d'imams. Sauf, évidemment, quand il s'agit de radicalité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Kim Chapiron, qui est le réalisateur de plusieurs films, mais qui sort, là maintenant, Le Jeune Imam, qui est un film sur la religion musulmane, mais apaisé, qui n'est pas dans la radicalité, qui est sur l'amour d'une mère vers son fils, d'un fils vers sa mère, qui est une quête spirituelle, et qui parle de l'intime de cette mère, de ce fils, l'intime des personnes qui vivent en banlieue, l'intime de la religion musulmane, l'intime des mosquées, l'intime des personnes qui sont issues de l'immigration aussi. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, j'ai trouvé ça extrêmement juste. Et avec Kim, on parle du métier de réalisateur, on parle de tout ce que ça implique pour créer un film, on parle de ce qu'il a essayé de faire, on parle de l'artivisme, c'est-à-dire du fait d'être un activiste en étant réalisateur. C'est une conversation très touchante, vous allez le voir, joyeuse aussi un petit peu. Je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Kim. Salut Greg. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, je sors d'un week-end assez fort en émotion, dans le sens où on a eu l'idée de faire une tournée surprise dans les cinémas, donc on a fait une dizaine de cinémas en arrivant dans les salles au hasard. On appelait les exploitants et on était avec une dizaine d'acteurs de la troupe du Jeune Imam et on débarquait, les directeurs de salle disaient « on a une petite surprise pour vous ». On entrait dans la salle. Bonjour, on espère que le film vous a plu. Et puis après, on débattait avec le public, on se mettait à côté. Ah, génial. On avait un échange. J'avais jamais fait ça avec mes films. C'était la première fois. C'était très, très fort. Ah bah, c'est super fort parce que t'es en contact, c'est quasiment comme le théâtre, quoi. T'es en contact direct avec le public. C'est ça. Et au final, on se dit quand même, c'est tout ça pour ça, quand même. Parce que c'est quelque chose c'est un processus assez solitaire, en fait. On passe beaucoup de temps à l'écriture, seul face à soi-même, ce qui est toujours un peu délicat comme exercice. Durant le tournage, on est entouré d'énormément de gens, mais au final, on est très, très seul parce que les gens se retournent toujours vers nous en disant « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Et nous, je dirais, une des figures acrobatiques les centrales dans le métier de réalisateur, c'est repousser la prochaine question. Donc, en fait, on nous pose une question et moi, ce que je dois faire, mon tour de magie, c'est à chaque fois, c'est dire oui, très très bonne question et hop, je zappe et parce que on est tout le temps dans ce rouleau compresseur de questions. Donc c'est encore une fois assez seul parce qu'au final toute la responsabilité est que sur nous. Et au montage, là je dirais qu'il y a quelque chose où on rentre dans une intimité très 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 forte avec les équipes de montage. Le vrai film se fait pendant le montage. Donc là c'est le seul moment, je dirais, où on se sent un peu moins seul parce que le monteur il est autant dans ce chaos, dans ce brouillard que nous. Et la sortie, finalement, est le seul moment qu'on vit avec les gens dans tout ce process de création d'un long métrage. Et ouais, c'est ouf. Parce qu'en fait, c'est vrai que les gens savent pas comment ça se passe quand tu crées un film. Et en fait, tu as commencé, si je me trompe pas, par 2 ans passés en immersion dans des mosquées. C'est ça ? Absolument, avec Lajli, quand on a eu l'idée de choisir le sujet le plus technique, le plus complexe de notre monde actuel, on s'est dit faisons une histoire d'amour avec ça. Voilà, pour vraiment être à contre-courant un peu de tout, quoi. Et ça marche très bien parce qu'aujourd'hui on prend beaucoup d'amour, hein, toujours avec cette recette secrète que certaines personnes connaissent. Plus on donne de l'amour, plus on a de l'amour. Et là, vraiment, voilà, même si c'est assez je dirais, les gens anticipent beaucoup de choses avec notre sujet et au final, nous, tout ce qu'on prend, c'est quand même beaucoup de lumière. Donc, ça se passe plutôt pas mal, en fait. Et comment ça s'est passé ces 2 ans dans des mosquées ? Parce que toi, t'es pas musulman. Non, je suis pas musulman du tout. Donc, déjà, pourquoi tu as choisi ce sujet avec la J et et comment ça s'est passé ? L'histoire vraie nous a interpellés. Déjà, mettre le mot arnaque et le mot pèlerinage dans une même phrase paraît complètement fou. 2 mots diamétralement opposés, le sacré, la pureté du sacré, et puis le côté tellement cru du mot arnaque. Donc profiter de tous ces pèlerins, malheureusement les plus âgés, hein, qui ne peuvent pas avoir réparation. Parce que aucun lien avec la police, aucun lien avec la justice, aucun lien avec les médias. Donc c'est des histoires qu'on ne connaît pas. Donc nous déjà l'impulsion de raconter une histoire que personne ne connaît nous a donné cette force, la complexité de ce personnage, quelqu'un
qu'on aime très très fort, qui est notre guide. Imam, ça veut dire guide, et qui du jour au lendemain devient la personne qu'on haït le plus, parce que d'un coup il cristallise toute cette il cristallise toute cette confiance qui s'est envolée en l'espace de quelques secondes, voilà, dans l'histoire. On va pas spoiler notre film, mais non, surtout pas. Mais on parle de cet imam, voilà, qui incarne toutes ces couleurs humaines magnifiques qui sont pour moi la base de mon travail. Réussir à sonder l'âme humaine, faire parler les cœurs aux plus proches. Donc, quand on s'est retrouvé face à un sujet pareil avec Lajli, on s'est dit qu'on tenait un très beau sujet. On s'est surtout dit que si on faisait pas ce film, on le verrait jamais. L'idée de faire rentrer les gens dans les mosquées, de rencontrer des responsables de mosquées, des muezzins, des imams, les fidèles, les pèlerins, se promener dans tous ces endroits qui d'habitude sont très opaques. On les voit ni dans les documentaires, on les voit ni dans la presse, on voit que je dirais des unes un peu scandales, un peu polémiques qui nous polluent tous. On est d'ailleurs saturé par tout ça. Et faire rentrer tout ça dans l'intime, pour nous, était l'objectif numéro 1. Et ton expérience, toi, dans les mosquées, t'es parti au Mali aussi, si je me trompe pas, parce qu'il y a une partie du film qui se passe au Mali. T'es parti au Mali et t'as fait des mosquées, j'imagine, autour de la région parisienne, ou à Paris, j'imagine. Comment ça se passe parce que toi, ça a dû te surprendre aussi, parce que tu connais pas cet univers à l'origine. J'avais fait quelques tours dans des mosquées par curiosité, avec les amis. Dans la grande mosquée de Bamako, j'y étais allé, parce que j'ai fait plus d'une quinzaine de voyages à Bamako, l'Afrique de l'Ouest, je connais bien. J'avais fait la tournée Ouest-Afrique d'Oxmo Puccino, justement. Où on avait fait Bénin, Togo, Burkina, Sénégal, où on avait vraiment exploré l'Afrique de l'Ouest. J'ai tourné assez souvent en Afrique, donc c'est un milieu quand même des images très familières pour moi. Mais de rentrer aussi profondément, bien sûr, non, c'était nouveau pour moi. Et puis spécialement rentrer dans le milieu religieux, rentrer dans les madrasas, donc les écoles coraniques. On est allé dans le village de Ladj, à la frontière justement Sénégal avec Ladj, rencontrer les écoles coraniques, justement tous ceux qui géraient les écoles coraniques, les élèves, voir comment ça se passait. Toutes les images qui sont dans notre film sont totalement inspirées de moments qu'on a vécu ensemble. Et d'ailleurs, quand on tourne au village dans le film, donc il y a une petite partie pour ceux qui vont découvrir le film qui se passe en Afrique et au village, parce que bon, ça on peut spoiler vu que c'est vraiment que le début du film. Le petit garçon, donc au début à Montfermeil, voilà, à la suite je dirais de bêtises d'enfance, se fait envoyer au pays par sa maman. Et on va se retrouver, voilà, avec un jeune Français d'origine malienne, Soninké, se retrouve au village, comme ça. Donc ça, il y a un vrai choc des cultures. Et toutes les images sont véridiques. C'est-à-dire que la plupart des acteurs de ce film, dans la vraie vie, jouent leur propre rôle. D'accord, ok, je comprends. Et toi, ce que tu as voulu montrer, c'est assez fort, parce que ce que tu disais, c'est que quand on parle de la religion musulmane, c'est toujours par des faits divers, et c'est toujours par, tu vois, l'islamisme. Enfin, tu vois, on prend vraiment la toute petite pointe, et encore, c'est pas la pointe, c'est pas parce que c'est pas les meilleurs, mais c'est une toute petite partie des musulmans, et on fait comme si ça, c'était les musulmans. Alors qu'en réalité, être musulman, ça a rien à voir avec ça. Ce que tu as voulu faire, j'imagine, enfin, et c'est ce que je comprends, c'est montrer aussi la réalité de cette religion, la réalité des gens qui la pratiquent, qui est très très loin, extrêmement éloigné de toutes les imageries. Et même les écoles coraniques, tu vois, il y a une imagerie école coranique, on imagine déjà d'islamisme, tu vois, le lavage de cerveau, etc. Et en fait, ce que tu montres, c'est que c'est très très loin de tout ça. Alors, en effet, il y a cette volonté-là, bien entendu, t'as raison. Alors après, je fais toujours très, très, très attention quand je parle de tout ça. Donc, j'ai pas voulu montrer de vérité parce qu'il n'y a pas de vérité, je pense. En effet, comme tu disais, il y a énormément d'amalgames, il y a énormément de confusion. Tous les sujets terribles reviennent au-dessus parce que c'est comme ça, c'est l'histoire qu'on porte, le post-trauma que tout le monde porte. Et bon, là, on va parler que de la France déjà parce que nous, on connaît la France. Donc, en France, on a un certain type de musulmans déjà. L'islam, moi, que je traite, donc, est un islam subsaharien. Donc déjà, c'est déjà encore extrêmement précis. Un islam subsaharien qui se passe dans un village au Mali. Donc encore une fois, c'est très très précis. On parle, nous ici, les gens aiment bien parler de la périphérie. Je sais même pas comment. En fait, le truc c'est que
j'ai pas voulu parler d'un certain islam parce qu'il y en a énormément, comme autant d'humains. Chacun vit, c'est quelque chose de très intime. Et nous, avec ce film, c'est justement cette quête de la nuance. On vit à l'époque où j'aime beaucoup cette expression, où c'est le règne de l'opinion. Tout le monde donne son opinion, tout le monde a un avis très tranché, les certitudes sont brandies partout. Nous, c'est un film justement qui est là pour exposer des très jolies questions. La religion, c'est une recherche, c'est un cheminement. Et mon film, moi, part justement de cette très grosse blessure dont on a parlé précédemment et de tout ce cheminement qui mène à la guérison. Voilà. Et à un moment dans mon film, il y a la petite sœur qui demande au jeune imam: et toi, grand frère, tu crois en Dieu depuis combien de temps? Voilà, donc on se promène dans toutes ces très jolies questions, la métaphysique, l'invisible, le royaume, l'unité, le sacré. Pour moi, tout ça, c'est des recherches magnifiques. Je suis né, moi, dans un milieu non croyant, mais même non croyant, ça veut rien dire. La non croyance est aussi nébuleuse, aussi floue que la croyance. C'est ça qui est magnifique, en fait. Et à chaque fois, je pense qu'on rentre dans ce type de sujet, on est gagnant. On est gagnant, voilà. Philosopher, c'est apprendre à mourir. La religion nous apprend à mourir aussi, bien évidemment. Donc moi, c'est des sujets qui me passionnent. Et peut-être, ayant grandi dans justement, mes parents n'étaient sous aucune chapelle. Voilà. Bon, moi, je pourrais, je dirais, être taoïste, bouddhiste, et de côté de mon père, comme il s'appelle Christian. Voilà, mon père a fait les jésuites. Donc moi, c'est autour de moi tout ça. Mais mes parents, eux, par contre, ne m'ont pas, je dirais, plongé dans aucune croyance traditionnelle. J'ai pas vécu au rythme des fêtes. J'ai pas été baptisé. Je prie pas les ancêtres. Je fais pas le culte des morts. Mais j'adore explorer tout ça. Et comme j'ai grandi avec énormément de musulmans, c'est très proche et j'ai beaucoup d'amour pour cette religion. Donc en parler, partager ce que moi j'ai pu partager en fait avec la communauté musulmane faisait partie de mes envies, bien sûr, parce que on est comme on disait tout à l'heure en permanence on est pris en otage par ces images, par toutes ces vibrations négatives, et je dirais prendre à contre-pied tout ça et partager nous ce qu'on a vécu. Voilà, moi j'ai grandi dans les années 80-90, et à cette époque-là, c'était absolument pas un sujet. On ne parlait jamais de religion. On était tous mélangés. Je pense que tu es la même génération que moi, et faire revivre tout ça en fait à travers un film, je pense que c'était d'une importance capitale pour moi en fait, parce que j'ai eu la chance de vivre ça, et je pense que on n'a pas le choix que de vivre ce rapport-là de mélange des cultures. Moi-même étant une hybridation, voilà. Moi, c'est parler de moi, tout ça, c'est très intime en fait. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, je crois que les Arabes en fait sont devenus musulmans le 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, avant c'était des Arabes, tu vois, il y avait Touche pas mon beurre, je sais pas si tu te souviens de cette époque. C'est vrai. Et d'un coup, c'est devenu des musulmans. Et en fait, on s'est concentré sur leur religion, mais pas de la bonne manière, évidemment, avec des croyances que les mosquées vont remplacer les églises, que voilà, regarde, enfin, c'est des trucs en France, tu vois, toutes ces histoires de grands remplacements. Et c'est hallucinant à quel point ça a été complètement vrillé. Mais ce que je voulais te demander, tu parlais d'intime et d'invisible. Toi, c'est quoi ta relation à l'invisible? En particulier en tant que réal, je trouve que c'est vachement intéressant de comprendre, tu vois, le processus, tu en as parlé au tout début, d'ailleurs, tu as commencé par ça. Tu vois, c'est processus très seul, avec beaucoup de solitude, même si en l'occurrence, vous étiez deux co-auteurs. Je ne sais pas comment vous avez écrit le film, mais j'aimerais bien que tu me parles de toi, de ta relation à l'invisible et de l'expérience de métier de réal. Alors, je vais citer ce grand réalisateur qui s'appelle Chris Marker. Chris Marker qui a fait ce court-métrage très connu qui s'appelle La Jetée, où le fond de l'air est rouge, qui parle du parti communisme à travers plein d'images d'archives. Et donc lui, c'est un poète, un artiste, un explorateur qui disait justement que quand quelque chose nous touche personnellement, c'est sûr que ça touchera quelqu'un d'autre. Donc il faut être très 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 à l'écoute, très très à l'écoute de ce qui nous touche. Je dirais que ça c'est le point de départ. Et donc pour parler de ce film-là, moi j'étais très très touché en fait par ce personnage.
le jeune imam. Voilà, comment quelqu'un qui a un rapport aussi fort avec sa foi, quelqu'un qui a un rapport aussi fort avec l'autre, quelqu'un qui se plonge dans des études religieuses, dans des sciences humaines, va, je dirais, commettre l'imprudence et se retrouver dans une histoire aussi forte. Moi, la base, c'est toutes ces beautés de l'âme humaine qui m'ont intrigué, parce que au final, moi, c'est l'humain qui m'intéresse, bien évidemment, et c'est le seul sujet, je dirais, où je me permets de dire quelque chose. Tout le reste me dépasse. Tout le reste, ça n'est que supposition, tout ça. Alors que l'humain, je parle de moi, donc je peux affirmer des choses. Voilà. Donc quand j'affirme que mon personnage traverse cette émotion-là, que mon personnage va réagir comme ça, c'est quelque chose peut-être que moi j'ai pu ressentir, que j'ai pu observer, et c'est quelque chose qui m'a touché. Donc s'il m'a touché, en fait, personne ne peut rien me dire. Ça m'a touché. Donc voilà, je vous propose de venir vous promener, faire une promenade dans mon univers, parce que moi tout ça me touche. Voilà. Et si je peux vous toucher, tant mieux. Si je peux vous interroger, tant mieux. Donc ça je dirais c'est ma première démarche. Et après donc là nous à travers donc toutes les expériences qu'on a pu vivre en tant que raconteur d'histoire, je dirais que moi au début je me suis promené en racontant une sorte de film d'horreur. Ça on peut dire que c'est une sorte de crise d'adolescence du cinéma incroyable, où là pour le coup je suis à un public et où je suis vraiment avec ma bande de potes, donc la famille qu'on ne choisit pas, parce que c'est comme ça qu'on se sent en sécurité. On était une meute, on était voilà de 15, je dirais de 15 à 25 ans, on était tout le temps ensemble, très très fort, avant que les enfants, etc. arrivent, oui, qu'on choisisse, hein. Pas la famille qu'on choisit, mais je dirais la famille qu'on ne choisit pas, donc la famille nucléaire, et on a fabriqué notre propre famille, et tout ça permet en fait de faire évoluer aussi notre rapport à l'histoire qu'on raconte et à l'histoire qu'on vit. Donc au début, j'ai commencé voilà avec une histoire qui venait vraiment des entrailles et qui était juste un hurlement. Il y avait des gens qui dans les articles, je me souviens, qui avaient dit Kim Chapiron a mis des lames de rasoir dans votre popcorn. Et puis c'était ce truc de chétane, c'était libre, la liberté que peut avoir la jeunesse. C'est-à-dire, j'en ai profondément rien à cirer de ce que vous penserez de mon film. Il y a ce truc de force de la jeunesse, de cette bêtise tellement jolie. Je suis heureux de l'avoir vécu, donc avec toute l'aventure Courtrage mais Chétane. Dog Pound, c'était un autre rapport encore aux émotions. Donc on rentrait dans les fins fonds de l'âme là, de petits enfants qui se retrouvent dans une prison, mais toujours c'est ce cri, cette rage. Et pareil avec la crème de la crème, mais là en fait avec le jeune imam, je dirais vraiment que c'est en rupture avec les trois autres quand même. Parce que là, on parle de la famille. Et quand on parle de la famille, en fait, on peut pas tricher. On peut pas mettre de costume. On n'est plus dans ce grand théâtre social que j'adore, hein, auquel on participe. Tu vois, dans ce théâtre social, toi aujourd'hui, tu joues le rôle de celui qui pose des questions et moi, je joue le rôle de celui qui répond. Juste avant qu'on commence l'interview, on jouait d'autres rôles. Je jouais le rôle de celui qui accueille ton pote qui vient me ramener un micro. Il se dit ah merci, c'est trop cool, on revient là. Juste avant ce rôle-là, je jouais le rôle du mari. Après, ma femme va partir et je jouerai le rôle du papa. Et j'adore cette idée de ce grand théâtre. On est tout le temps en train de jouer des rôles et c'est pour ça que mon métier, je l'adore, parce que c'est un des seuls moments où j'assume de jouer un rôle et de mettre en scène ce grand théâtre. Et il y a un théâtre dans lequel on ne peut pas jouer de rôle, c'est la famille. Quand on est dans la famille, quand on est avec sa mère, quand on est avec ses sœurs, là, on peut plus jouer en fait le costume social. On enlève son grand nez de Cyrano de Bergerac, sa cape. Et son chapeau à plumes, et quand on est avec la famille, en fait, on parle vrai. Et c'est ça qui m'intéressait avec ce film. C'est que mon personnage, pendant tout le film, est en quête de reconnaissance du regard de sa maman et va passer justement par des milliers de couleurs. Et c'est ça, en fait, qui m'a intéressé dans ce film. Et la maman, pareil. La maman qui, au début du film, je spoile rien, on se rend compte qu'elle a perdu son mari et qu'elle doit s'occuper des enfants tout seul. Donc, on s'interroge aussi sur la transmission, sur comment on éduque des enfants seuls, surtout quand on est issu de l'immigration et qu'on arrive dans un quartier, je dirais, sensible, comme les gens aiment le dire, de la périphérie parisienne, voilà, ou qui est l'endroit où moi a grandi mes grands-parents, ma tante, mon oncle, ma mère. Donc c'est comme ça moi que j'ai pu, je dirais, rencontrer mon ami d'enfance, Lajli, et donc parler de cet endroit-là qui cristallise toutes ces arrivées qui viennent du monde entier.
voilà, moi, que c'était après la guerre d'Indochine. Là, c'est dans les années 70, quand justement le gouvernement français est allé prendre toute une population issue de villages d'Afrique de l'Ouest, et c'est ces mélanges fous en fait qui donnent toute cette richesse aux banlieues françaises, d'où naissent toute cette beauté. Voilà, on est tout le temps en train de mettre en avant la violence et la noirceur et je dirais cette rage. Mais s'il y avait que ça, bah, le pays serait en flammes depuis très très longtemps. Donc nous parler de la douceur, parler de la lumière, parler de comment justement ces personnages, même quand ils sont au plus profond d'une tragédie, d'un drame impossible à résoudre, parce que c'est ça le cinéma, c'est mettre des personnages je dirais, dans une ruelle où il n'y a aucune issue et regarder comment ils vont s'en sortir. C'est ça le cinéma, parce que c'est ça qu'on aime, nous, en tant que spectateurs, on est bien au chaud et on se dit, mais comment ils vont faire? Donc voilà, c'est ça le cheminement, le processus, c'est regarder l'âme humaine, en fait, je dirais. Et donc c'est un travail bien sûr très seul, très calme. Donc nous, quand on fait un film, les gens voient les 2 semaines en fait de promotion où on est, je dirais, extrêmement exposé. Mais il faut savoir que pendant 3 ans, on est tout seul en fait. C'est ça qui est assez intéressant. C'est 3 ans d'écriture là, ton film? Ouais, généralement, moi, je mets 3 ans à faire un film, ouais. Ouais. Waouh, c'est énorme. Et en même temps, c'est un processus, enfin, j'imagine, parce que bon, évidemment, c'est un métier que je connais pas, que c'est hyper difficile à accoucher, parce qu'en fait, ce que tu décris, et tu le décris hyper bien, c'est que tu rentres beaucoup dans l'intime, tu vas chercher des émotions à l'intérieur de toi, enfin, du coup, c'est hyper fort, en fait. Tu vois, il y a ça, et puis, ouais. Comme expérience sensorielle, c'est très très fort parce qu'en plus, on rentre dans l'intimité des gens qu'on rencontre, qui vont nous donner comment toute cette matière vivante pour nourrir notre scénario. Parce qu'au début, c'est de l'imagination et après qui est nourri de réel. J'adore moi mélanger le réel et la fiction parce que le spectateur fait sauter toutes ces barrières. Après, le spectateur arrive dans une vraie école coranique, arrive dans une vraie mosquée, rencontre un vrai responsable de mosquée, rencontre un acteur qui réellement a fait l'école coranique, rencontre des acteurs qui... En fait, le truc, c'est que quand on mélange le réel et la fiction, notre état de réceptivité est totalement ouvert. Et moi, en tant que spectateur, je sais que ça, c'est le cinéma que j'aime. Donc, pour en arriver là, il faut bien sûr aller dans le réel. Et quand on va dans le réel, nous-mêmes, on est en état, on est très très poreux. On va rencontrer ces gens qui ont vécu ces vraies histoires. Juste avant, quand j'avais fait mon film, quand j'avais fait ma série qui se passait donc en Amazonie avec les chercheurs d'or, j'ai passé 6 mois avec les chercheurs d'or à rentrer au fin fond des forêts amazoniennes, dans les pirogues, à dormir dans la forêt tropicale avec les singes hurleurs, en voyant la canopée avec les serpents, les migales, les pilotes d'hélicoptères qui faisaient justement tous ces allers-retours en plein milieu de la forêt avec leurs fusils pour pas se faire attaquer. Voilà, c'était quand on rentre dans le réel, on vit le réel. Et je dirais que c'est en vivant le réel qu'on est le plus à même après de le raconter. Et c'est à ce moment-là qu'arrive, je dirais, cette vérité, cette honnêteté des émotions que je recherche, moi. Aussi bien en raconteur d'histoire qu'en écouteur d'histoire. Ça évoque quoi pour toi, le terme d'artiviste? Tu vois, de se dire que je vais passer par l'art pour faire bouger les choses. Alors, comment ça résonne en moi ce terme? Ça résonne forcément d'une manière assez forte parce que déjà, moi, j'intellectualise pas trop ma démarche, je la conscientise pas trop, donc j'essaye jamais trop de trouver une place où je me situe. Mais je vois très très bien ce que tu veux dire, dans le sens où quand on arrive avec un titre comme Le Jeune Imam, on a totalement conscience de l'acte politique qu'on fait, bien évidemment, je m'en rends compte, de par l'encensement de certains médias et le blocage d'autres médias. J'aime pas du tout la position victimaire de manière générale, mais je vais quand même me permettre, parce que tu parles d'artivisme, te dire que le film a été absolument bloqué par certains médias et aussi bloqué par la quasi-totalité des festivals internationaux de la Terre.
Ouais. Oui. Donc, le jeune imam, ça fait peur, c'est une réalité. On est en train de la vivre. Enfin, moi, je la vis là, personnellement. C'est comme ça, en fait. Les gens parlent toujours des nouveaux récits. On est un nouveau récit. C'est la première fois qu'on rentre dans une mosquée avec une fiction en France. C'est la première fois qu'on présente un personnage d'imam, alors que je ne sais pas combien de films il y a sur les rabbins, sur des prêtres, sur des moines. Et comment se fait-il qu'il n'y en ait aucun sur les imams? Quand même, c'est assez dingue quand on y pense à ça. Ça, c'est assez fou. Comme t'en parlais tout à l'heure, les gens font des amalgames insensés avec le fondamentalisme, avec tous ces sujets qui nous saturent et qui nous oppressent et qui nous rendent extrêmement confus, alors que ça n'a rien à voir. On parle d'1,7 milliard de musulmans dans le monde et d'une poussière de gens qui viennent secouer la planète. Donc comment se fait-il que la quasi-totalité des fictions et des films qui parlent de ça, justement, profite de cet amalgame terrible. Voilà. Donc nous, quand on arrive avec un film comme ça, on est un petit peu à contre-pied, à contre-courant, bien évidemment. Donc quand tu dis artivisme, bien évidemment, on brandit le drapeau de la lumière, le drapeau blanc, le drapeau de je ne sais pas quelle couleur, mais on dit, en fait, est-ce possible aujourd'hui de parler d'autre chose? Donc ça, bien évidemment que c'est un acte politique, c'est un acte artistique à la base, parce qu'on est des artistes et on est réalisateurs et on est on veut juste partager une histoire qu'on a envie de raconter aux gens pour les toucher, parce que nous, ça nous touche, mais on ne peut pas faire comme si l'acte politique n'était pas évidemment en résonance avec notre démarche, bien sûr, évidemment. Donc ce mot me parle, oui. Et après, il y a un truc que moi j'aime beaucoup dans le film, c'est la nuance. Tu as utilisé le terme tout à l'heure. Et en fait, le jeune, la personne qui joue le jeune imam, ou en tout cas le personnage, il est extrêmement réel. C'est-à-dire qu'en fait, il fait des conneries, il a aussi cette forme de sagesse, cette quête individuelle. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est justement ce jeu de nuances. Tu vois, souvent, on a tendance à, déjà dans la vie de manière générale, à faire du blanc et noir, tu vois, en particulier sur les réseaux sociaux, tu vois, dans l'information, voilà, ou dans la manière dont on envisage l'islam. Mais quand on regarde la réalité des personnages, quand on regarde la réalité de la vie, tout est extrêmement nuancé, tout est extrêmement complexe. Et c'est ça qui ressort beaucoup dans le film aussi. Et ça, j'aime beaucoup. Enfin, il y a vraiment ce truc. J'aimerais bien que tu me parles un peu de la nuance d'un personnage. Et ouais. Alors ça, on peut parler par exemple de la première scène du film, où on voit donc cette scène extrêmement dure, où il y a une sorte il y a des assaillants qui rentrent dans une mosquée et c'est des images terribles à vivre. Et donc on va vivre du point de vue de la mosquée, parce que qu'est-ce que la mise en scène? La mise en scène, ça n'est que une histoire de point de vue. Voilà, c'est la question qu'on pose toujours quand on fait une scène, c'est de quel point de vue? Parce que le spectateur, lui, va toujours regarder la scène en se positionnant. Donc, c'est à nous, à la mise en scène, de dire je veux que tu regardes cette scène de ce point de vue-là pour que tu ressentes l'émotion de ce personnage. Et moi, en fait, la première scène, comme tu l'auras vu, le point de vue que je voulais donner, c'était le point de vue de la mosquée. Parce que dans l'actualité, dans les médias de manière générale, on a toujours un plan large et on voit une mosquée et on dit « Regardez, nanana », c'est-à-dire qu'on les regarde. Regardez comment ils sont. Là, en fait, j'ai voulu déjà inverser et dire « Regardez comment nous sommes ». Donc, la caméra est à l'intérieur de la fenêtre de la mosquée. Et on voit ces gens qui rentrent et qui tapent contre les portes et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc j'ai voulu humaniser, j'ai voulu rendre sensible ce bâtiment. Déjà pour commencer, et arrêter justement de le fantasmer, que les gens disent les mosquées, nanana, on a construit une mosquée, c'est toutes ces histoires-là en fait. Voilà, moi pour commencer, j'ai voulu dire regardez, vous allez être la mosquée vous-même. Donc, on rentre dans la mosquée et on voit ces assaillants. Donc là, je vais pas spoiler encore une fois, mais comme on a du temps, on peut parler, etc. Mais vous allez voir, en fait, chers auditeurs et chers futurs spectateurs qui allez voir ce film, que je vais retourner le point de vue dans le film. C'est-à-dire que ça, c'est une technique de mise en scène que j'adore, c'est vivre la séquence de deux points de vue. Donc, vous verrez, donc, chemin faisant, quand on aura compris petit à petit qu'est-ce qui a généré cette scène d'attaque, où on voit ces assaillants pénétrer dans cette mosquée avec beaucoup de violence, on verra au fur et à mesure qu'on comprend tous les enjeux du film, jusqu'à revivre cette séquence, et là, à partir de ce moment-là, être du point de vue des assaillants.
Donc, nous, en tant que spectateurs, on va vivre la scène et on va se dire « mais c'est horrible, il nous attaque ». Et de l'autre côté, quelques secondes après, on va vivre le côté, justement, en fait, s'ils attaquent la mosquée, c'est pour telle raison. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, la nuance. Pour moi, la nuance, c'est avoir le luxe de pouvoir comprendre les enjeux de tout le monde, de pouvoir comprendre les enjeux des victimes, de pouvoir comprendre les enjeux des agresseurs. Donc, est-ce que les agresseurs, au final, seraient pas des victimes? Est-ce que les victimes, au final, seraient pas des agresseurs? Et en fait, toujours réussir à avoir cette gymnastique, cette, je dirais, même cette hygiène de ressenti, parce que c'est très 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 important, je pense, de toujours resetter, défragmenter son logiciel, sa carte mère, et se permettre toujours, en tant qu'humain, en tant qu'exercice de pensée, de se dire, en fait, et si je me mets à la place de l'autre? Et le cinéma sert à ça. Donc, cet exercice de nuance, pour moi, pour répondre à ta question, c'est ça. La nuance, c'est quoi? C'est arriver à se mettre déjà à hauteur d'homme et de pas avoir un point de vue omniscient. Tout à l'heure, tu parlais du blanc et du noir, voilà, et pour encore dire du mal des réseaux, ce que les gens appellent les iPhone News. J'adore cette expression. Aujourd'hui, les gens ils réagissent sur des iPhone News. C'est-à-dire que on voit une news. La news, elle fait 1,5 ligne sur un téléphone. Comment peut-on avoir un avis sur un sujet en 1,5 ligne? Ça me paraît aberrant. Aujourd'hui, on prend plus le temps de lire des articles de fond, on prend plus le temps de rentrer dans la matière et de sentir la chair des sujets. Un film, c'est 1h30. On n'a pas le choix, en fait. On est obligé de rentrer dans la matière. Et donc, c'est ça pour moi, en fait. C'est l'immersion dans les nuances, l'immersion dans les points de vue. Et on s'est justement, on a pris beaucoup de plaisir avec ce film de rentrer dans tout l'entourage du jeune imam, dans sa maman, surtout. À un moment, on s'est même dit, est-ce que le film n'allait pas s'appeler La maman de l'imam? Ah, hyper intéressant. Parce qu'effectivement, la mère, en fait, il y a aussi ce lien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper beau, ce lien entre la mère et le fils. Tu vois, qui est hyper fort. Et en fait, on en parle. Enfin, on n'en parle pas. Enfin, si, il y a des films là-dessus, bien sûr, mais c'est quelque chose d'extrêmement intime, ce lien. Et j'ai trouvé. Enfin, sa position à elle, elle est hyper belle parce qu'elle a sa réputation. Elle a envie que son fils soit un bon fils. Elle a envie d'être une bonne mère. Et ce que tu disais, parce que donc, je spoil pas, mais t'en as parlé, donc je peux me permettre. Il se retrouve à la fin, etc. Et c'est magnifique, en fait. Enfin, ce lien qu'il y a entre les deux. Enfin, le fait qu'elle cherche à ce que son fils soit un bon fils et que lui cherche l'amour de sa mère. Oui, ça, je dirais, c'est quelque chose d'assez universel. Le lien avec sa maman, c'est quelque chose qui nous touche tous parce que pour les plus chanceux d'entre nous, on a tous eu un rapport avec une maman, et ceux qui n'en ont pas eu, voilà, je peux en témoigner vu que mon film parle d'un personnage justement à qui on a coupé ce lien. En plus, à le moment où on en a le plus besoin, quand sa maman au début du film l'amène justement à la madrasa, le directeur de la madrasa, le cheikh Boubacar, interprété par Issaka Sawadogo, qui est un très 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 bon ami à moi, un acteur burkinabé très 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 connu en Afrique et pas qu'en Afrique, qui joue énormément, que j'ai rencontré d'ailleurs sur Guyane, dit à la maman d'Ali, tu sais, rien ne remplace l'amour d'une mère. Il lui dit. C'est pas parce que c'est pas parce que ton fils va avoir son éducation ici au village que ça va changer quoi que ce soit. Et elle part. Donc on part de cet abandon, cette blessure terrible que vit la maman aussi, parce que la maman vit cette blessure. Cette blessure est ressentie des deux côtés. Et ce qui nous a intéressé, nous, justement, voilà, c'est comment on interroge ce lien de filiation qui est extrêmement puissant, comment ça impacte sur toutes les décisions futures, les actions futures de ce jeune garçon et de cette maman. On interroge aussi cette séquence qu'on verra plus tard. Spoil pas, mais c'est important de le dire, c'est que justement, voilà, ce qui va se passer au village, c'est que le cheikh Boubacar va le prendre dans ses bras. Ce petit garçon, personne l'a jamais pris dans ses bras. Et quand il va le prendre dans ses bras, il va justement libérer les potentialités de ce petit garçon. Et on parle de cette libération. Et ce garçon a toujours été construit, justement, il s'est construit, lui,
contre tout le monde, parce que justement privé de l'amour de sa maman, grandi sans papa, on parle c'est quelque chose de terrible. Et à partir du moment où on le considère, on écoute ses blessures, on les regarde ses failles, avec cette très jolie expression, c'est par les failles que passe la lumière justement. Et quand le Boubacar va regarder ses failles, et ben c'est à ce moment-là que le petit garçon justement va avoir cette révélation spirituelle, mystique, on l'appellera comme on veut, et va devenir ce futur jeune imam. C'est ce qu'on cherche pendant tout le film. C'est ce qu'on cherche, c'est le regard de la maman. Ce film raconte ce long cheminement, ce long trajet qui va, on l'espère, mener à une guérison. Mais c'est ça qui nous a intéressés, nous. Et le personnage de la maman est central parce que c'est comme si la maman était, à travers tout le film, à tour un miroir, le miroir de l'âme, le miroir du cœur ou le miroir déformant du jeune Ali. Et il y a aussi, parce que donc ça se passe dans une cité, tu l'as dit à Montfermeil, il y a aussi cette vision de la banlieue, parce qu'en fait, et je trouve qu'elle est, moi je suis issu de la banlieue, donc du coup, et d'une cité, et je trouve qu'elle est hyper réaliste, la manière dont on parle et la manière dont tu le montres, ça pourrait, j'imagine, tu vois, je me suis fait la réflexion quand je regardais le film, je me suis dit, ça se trouve, il y a des gens, tu vois, plutôt d'extrême droite qui pourraient se dire, voilà, de toute façon, ils font que des conneries, etc., etc. Enfin, tu vois, qu'il y a une partie que tu montres quelque part. Et en même temps, c'est hyper touchant parce que tu vois aussi la profondeur, l'amour des mamans, l'amour des anciens, que tu montres énormément aussi, le respect aux anciens, tu vois, puis qu'ils sont spoliés à la fin, parce que, ça, pour le coup, c'est la structure du film, donc c'est basé sur une spoliation du chemin vers la Mecque. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu aussi, finalement, je trouve. On parle assez peu de la vie de la vraie vie dans les cités. C'est-à-dire tu vois, dans cette nuance de la vie des cités, c'est-à-dire que tu montres les deux côtés. Tu vois, il y a une forme de violence, bien sûr, et en même temps, il y a cet amour, ce respect pour les anciens. Il y a cette entraide, cette solidarité, bien évidemment. Tout à l'heure, c'est comme on le disait, tu vois, c'est par exemple, c'est rien à voir, mais je repense à Guyane, comme on parlait de Guyane et que j'ai vécu Guyane avec Issa Kassawadogo, les favelas. Le mot favela, pour nous, comment il résonne? Favela, c'est coups de feu, c'est le BOP, les mitraillettes, les militaires. Mais ça, on est en train de parler de 0,5% de ce qui se passe dans une favela. C'est assez dingue, alors que nous, Français, quand on dit favela, pour nous, c'est ça. C'est la cité de Dieu, etc. Donc, quand on parle des banlieues, bien évidemment, tu as raison. Quand on parle des banlieues, c'est sort les calages comme à Marseille, quoi. C'est Booba, quoi. Et puis j'adore Booba, mais c'est le spectacle en fait qui ressort. C'est le spectacle qui ressort. Il y a quelque chose en fait d'assez intéressant. Et puis moi, je dirais, c'est la première fois que je le fais. Tous mes films, on pourrait dire, traitent de méchants. Chétan, Dog Pound, une bande de délinquants dans les prisons, la crème de la crème, des mecs qui font qui inventent un réseau de prostitution à l'intérieur du campus d'HEC, tout ça. Je me suis toujours intéressé aux méchants. Pourquoi? Parce qu'on dit que les gens heureux, les gentils n'ont pas d'histoire au cinéma. C'est ça qu'on dit. On préfère le Joker. C'est le Joker qui cartonne. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on préfère le Joker à Batman. Et même Batman, en plus, c'est un super-héros méchant. Mais au final, en fait, dans les histoires, on raconte toujours les méchants. À travers ce film, quand on a commencé à le faire, déjà, quand on parle, nous, d'un sujet aussi délicat, c'était impossible pour nous de parler des méchants et de jouer le jeu comme ils font tous là, tous ces films terribles où justement est mis en avant pas le côté obscur, parce qu'encore une fois, dire le côté obscur, c'est jouer le jeu. Il n'y a pas du côté obscur en fait. Ça n'a aucun sens. Il y avait cette exposition qui a eu, au musée d'Orsay, qui s'interrogeait par exemple sur l'image des Noirs pendant la Renaissance. C'est-à-dire que si aujourd'hui on prend des extraterrestres qui arrivent de la planète Mars ou Vénus et qui viennent et qui donc font des recherches et ils vont aller dans les musées, ils vont regarder c'est quoi les Noirs pendant la Renaissance. Ils faisaient quoi les Noirs pendant la Renaissance sur Terre? C'est que des esclaves. Aujourd'hui, si ces mêmes extraterrestres font un saut dans le temps et ils arrivent chez nous, ils vont pas regarder les tableaux de la Renaissance. Ils vont regarder le cinéma parce qu'aujourd'hui c'est le cinéma, les documentaires. Faisons une recherche aujourd'hui, voilà, alors j'aimerais bien savoir en fait les musulmans, comment en 2023, ce que c'était.
bah en fait ils vont tomber que sur des films où ça tire de tous les côtés, des polémiques, ils vont tomber sur les documentaires, etc. Donc en fait c'est ça, c'est très très intéressant de s'imaginer et de se poser la question des représentations. Donc comme tu le disais par rapport aux banlieues, tout ça, bah oui en fait il n'y a pas d'image comment positive, ou très peu, bien évidemment qu'il y en a, mais c'est pas ce qui résonne, c'est pas ce qui transperce cette carapace de distraction qu'on a tous, parce qu'on est tous extrêmement distraits et la violence est beaucoup plus percutante. Donc moi, faire un film, justement, bah mon premier, je vais pas trop faire le malin non plus. Mon premier film, il est interdit au moins de 16 ans. Mon deuxième, il est interdit aussi. Et moi, mon image, je dirais numérique, mon costume social, celui que je revais, je suis beaucoup plus reconnu comme un provocateur et quelqu'un qui justement se sert de la violence comme expression artistique. Là, justement, prendre ça contre-pied, encore une fois, dire, bah regardez, en fait, je vais faire un film d'amour. Je dirais pour moi, ça fait partie justement du devoir de l'artiste, de justement aller de sortir de sa zone de confort, de partir dans un autre univers, et donc justement de dire ce qu'on était en train de se raconter. C'est oui, si jamais la violence était réelle et était à ce point-là, comme on aime tant le dire, mais le monde n'existerait plus. Évidemment que la solidarité, l'entraide, l'amour, la beauté, c'est ça qui domine dans les endroits les plus difficiles de ce monde, bien évidemment. Dans j'ai fait des tours dans les favelas en Guyane ou au Brésil, je suis allé faire une projection de Dog Pound, justement, dans un festival dans une des plus grandes favelas complexe d'Alemão, où il y a justement 300 000 habitants. Bah, bien sûr que c'est l'entraide et l'amour qui dominent. Donc, témoigner, faire un film qui parle de ça, montrer toute une galerie de personnages qui, justement, confrontés à la violence, vont s'en sortir avec douceur, c'était important. Et alors, c'est marrant ce que tu dis. C'est vrai que toi, tu as fait un chemin aussi individuel, puisque tu étais beaucoup dans la violence et maintenant, tu es dans une sorte d'histoire d'amour. C'est quoi Comment tu fais le retournement à l'intérieur de toi? Enfin, je veux dire, concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu te dis, ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un chemin personnel de spiritualité? Comment tu décides de changer de braquet, entre guillemets? Cette source, c'est même pas une décision, en fait. C'est assez organique, c'est pas une décision, bien entendu. C'est Mouloud Achour qui disait une fois, je me souviens, je vais citer Mouloud Achour qui disait « J'ai fait la paix avec ma guerre ». J'aimais beaucoup. Alors, est-ce que j'ai fait la paix avec ma guerre? Très bonne question. En tout cas, pour ce film, oui, bien sûr, parce que ce film est juste une promenade en douceur avec des personnages extrêmement chargés de lumière. Par rapport à tout ça, je dirais que c'est les films en fait qui nous amènent sur un moyen d'expression. Je dis pas que je vais faire que des films maintenant comme Le Jeune Imam. La violence est un genre cinématographique très puissant et très beau quand on sait bien la cadrer et quand on sait l'utiliser. Donc nous, encore une fois, en tant que les couleurs qu'on va utiliser pour faire nos tableaux, c'est les histoires en fait qui les dictent. Juste avant, j'étais en train de bosser sur mon projet musical Pink Noise. Voilà, j'ai utilisé plein de types de couleurs. On a fait un clip le premier clip était avec des crapauds adorateurs d'une clique, justement une fête adorateur de crapauds hallucinogènes. Le deuxième clip était avec la Fédération naturiste de France, où on a eu donc un club entier rempli de gens tout nus. Le troisième, c'était en full 3D avec une sorte de dystopie ou où on est dans un monde avec que des robots. C'est les sujets en fait qui me mènent aux couleurs que je vais utiliser. Donc c'est bien sûr un cheminement intérieur, moi, qui va m'emmener vers ces couleurs que je vais choisir, mais c'est les histoires surtout. C'est pas comme si avant j'utilisais que le rouge de la violence et maintenant que le jaune du soleil. C'est les histoires en fait qui dictent ça. Et en fait, il y a un truc aussi que tu disais que je trouvais hyper intéressant, c'est sur les imaginaires. Et tu disais, si les extraterrestres venaient, en fait, pour construire leur imaginaire, ils utiliseraient le cinéma. Pour toi, le cinéma, du coup, il a un rôle extrêmement important dans la manière dont on envisage la vie, quoi. Enfin, envisage la société, envisage le réel.
Ou je me trompe? Absolument. Si tu vas dans les années 80 et tu regardes comment, tu vois, regarde tous les débats qu'il y a aujourd'hui justement sur les minorités, le fameux affirmative action, tout ce truc-là. Aujourd'hui, quasiment, si tu fais pas un film avec un noir ou un arabe, on te dit non, c'est interdit. Toutes les pubs, c'est genre les minorités, etc. Bon, j'ai envie de te dire, tant mieux pour nous. Moi, issu de la minorité, même s'il y a une expression horrible, produit de l'immigration, de l'hybridation. Bon, là, en ce moment, on a un peu la cote. Tant mieux, parce que c'est le capital qui a décidé. Voilà, les mœurs sont en train de changer, notre rapport au monde est en train de changer. Évidemment, tu vas 20 ans en arrière. Il n'y a pas de noirs et il n'y a pas d'arabes dans les films. Aujourd'hui, il y a pas d'asiatique. Et ça, par contre, ça choque personne. Ça choque personne. Non. Mais c'est pas grave. Demain, on va se retrouver avec des films, avec des asiatiques partout. Et puis c'est comme ça, en fait, on évolue. Donc oui, bien évidemment que les images, les films, la fiction, vu que la fiction, c'est les émotions et c'est le ressenti des gens, racontent notre époque. Et c'est très, très, très important, en fait, de se questionner et d'interroger, ou de même avec toutes les histoires, tu sais, de MeToo, l'impact qu'a eu MeToo sur le monde. Ouais. Tu reviens juste avant MeToo, tu regardes les films, mais il y a des choses, aujourd'hui, quand on les regarde, on dit « Oh, mais c'est tellement choquant !» À l'époque, ça ne nous choquait pas du tout. Donc, bien sûr que nos histoires sont les reflets de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Et on voit l'évolution. Donc, si tu veux... si toi, jeune martien qui vient d'arriver sur Terre et tu veux savoir comment on pense, regarde nos films, bien sûr. Et d'ailleurs, je fais une aparté plus ou moins, mais dans le 1,7 milliard de musulmans qui sont sur la planète, la majorité sont asiatiques. Tu vois, c'est aussi un imaginaire qu'on n'a pas en tête. Hein. Absolument. Mais la réalité, c'est vrai que... Absolument. Donc là, les musulmans qui sont en Indonésie, en Malaisie, qui sont en train de devenir la plus grande population mondiale, et voilà, eux, s'ils regardent notre film, ils vont dire, non, écoutez les gars, c'est pas ça. Vous êtes en train de parler d'un islam subsaharien, c'est un truc tellement précis. Donc on est tout le temps en train de remettre en question et de s'interroger, voilà, sur les représentations. Et c'est ça qui est beau au cinéma. C'est que, regardez, nous, l'artiste est celui qui pointe du doigt une parcelle du monde. Ça n'est que ça. Voilà. Et donc, nous, avec ce film, on a pointé 7 parcelles du monde. Le Clésio. Très beau, très beau, très beau. Tu peux me dire rapidement les retours que tu as eus, parce que le film est sorti, donc on est lundi aujourd'hui, on est le 1er mai. Le film est sorti mercredi, donc ça fait quelques jours, 5 jours. Oui. C'est quoi les réactions aujourd'hui du public? En tout cas, quand tu as été voir dans les salles, ce que tu disais au tout début d'ailleurs, c'est quoi les réactions? Comment les gens réagissent? Alors moi, le plus beau cadeau que j'ai eu hier, j'étais avec une maman de 74 ans. C'était donc une famille qui était venue voir ce film. Voilà, une maman voilée avec toute la famille, les enfants, le papa. Et ils viennent me voir, ils m'ont fait visite surprise, ils étaient super contents de nous voir. Donc des musulmans intrigués par ce film, qui viennent en famille. Et là, celle de ma génération vient me dire, écoute, on a entendu parler du film et on est venu avec notre maman. Et c'est la première fois de sa vie qu'elle vient au cinéma. Donc ça, moi, c'est un cadeau, mais tu peux pas savoir ce que ça me fait. Moi, ma maman, elle a vu le film, je pense, 14 fois. Donc, ma maman, elle est extrêmement impliquée dans le travail de son fils. Le premier rôle, Abdoulaye Sissoko, donc lui est venu avec sa maman, à UGC Châtelet-Léal. Première fois de sa vie qu'elle allait au cinéma aussi. Dans le film, il y a 2 autres acteurs. Celui qui joue le rôle de Mustapha, donc le Turc, qui va être confronté à la problématique du mariage mixte avec une non-musulmane. Donc on a interrogé aussi ça, vous verrez dans le film. Pendant le film, je lui dis, il me faut absolument une maman turque. Et il m'a ramené sa maman, c'est sa vraie maman qui est dans le film, qui est rentrée dans un cinéma pour la première fois de sa vie pour se regarder. Le producteur Toufik Ayadi, qui a produit Les Misérables, est venu pour la première fois de sa vie avec son papa au cinéma aussi. Donc en fait, avec ce film, je vis ça en fait. Il y a toute une partie en fait de la population française qui n'a pas de lien avec le divertissement du cinéma. Ce film les fait rentrer pour la première fois.
justement par rapport à cette question qu'on se posait des représentations. On est le premier film qui on tend la main pour dire venez vous promener dans une mosquée, vous allez voir, il y a toute une galerie de personnages qui, je pense, peuvent vous intéresser. Ceux qui connaissent ces personnages sont touchés, je pense, d'avoir justement pour une fois une image, je dirais assez franche, honnête, réelle, voilà, de ce type de personnage de fiction, parce que nous, encore une fois, on fait de la fiction, donc on aime raconter l'intime à travers ce type de personnage qu'on n'a jamais vu. Donc là, ça c'est quelque chose, je pense que c'est ça qui fait qu'on a toute une nouvelle population qui rentre dans les cinémas, et on a aussi les enfants. Donc je vois plein d'enfants, et c'est la première fois, en tout cas moi, que je fais un film qui peut à la fois ramener l'enfant, le papa et les grands-parents dans une même salle de cinéma. Ça, c'est incroyable comme sensation. Génial. Le podcast, je t'avais pas prévenu, mais je vais te le dire maintenant. La dernière question du podcast, c'est que le podcast s'appelle Vlan, donc c'est l'onomatopée, tu vois, de la porte qui claque. À quoi t'aurais envie d'ouvrir et où de claquer la porte? Aux certitudes. Pas mal. Moi, c'est bien évidemment ce qui me fait le plus peur, les certitudes. Je ne vis que pour les belles questions. Parfait. Merci beaucoup, Kim. C'était super. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.